je vais vous présenter Tartiflette. Je vais vous présenter Tartiflette, qu'est-ce que c'est? Donc Tartiflette est un moteur GraphQL open source qu'on a créé chez Dailymotion. Et donc là, dans cette présentation, je vais vous expliquer un peu ce qui nous a amené à créer ce moteur, qu'est-ce qu'il apporte par rapport aux autres, et un peu l'histoire derrière la genèse de ce projet. Donc pour commencer, je me présente, je m'appelle Stan Cholet, je travaille chez Dailymotion depuis 4 ans maintenant en tant que engineering manager et je travaille sur toutes les problématiques, on va dire, de scaling de la plateforme, la partie un peu DevOps. Donc, qu'est-ce que Tartiflette? Donc là, déjà dans la salle pour savoir un peu qui connaît et GraphQL, levez la main. Ok, vous connaissez un peu. Qui fait du GraphQL aussi en Python? Même pas un. Ok, bon, bah, je vais essayer de vous convaincre d'utiliser et de faire du GraphQL avec le langage Python. Donc, comme je disais, le slide précédent, Tartiflette, c'est un projet qu'on a initié chez nous. On se focalise principalement sur les versions récentes de Python, donc tout ce qui est au-dessus de Python 3.6. On y reviendra tout à l'heure sur les raisons qui nous ont porté à faire ça. Et c'est basé sur l'expérience de Dailymotion de faire du GraphQL, puisqu'on en fait en production depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Donc on a construit ce moteur par rapport à toute l'expérience qu'on a en prod depuis ces 3 dernières années. Donc, je vous explique un peu brièvement l'histoire de Tartiflette. Donc, au tout début, quand on a décidé de refaire l'ensemble de notre API chez Dailymotion, on s'est posé la question de savoir comment on allait la refaire. Et on s'est dit on va le refaire avec GraphQL pour simplifier l'usage et consommer d'une manière différente notre API. Donc à ce moment-là, on voulait vraiment faire une plateforme vraiment API centrique et on a décidé de partir sur GraphQL. Donc ça, c'était en 2016. Au moment où on fait ce choix de partir sur GraphQL, on le fait avec une librairie qui s'appelle Graphene, donc une librairie en Python qui s'appelle Graphene. Donc on développe le projet pendant plus de 10 mois, on le sort en production. Donc à ce moment-là, on est plutôt satisfait, on est même plutôt content de sortir le projet. Ça fonctionne bien avec le trafic qu'on a de prod. Sauf qu'après quelques semaines, on se rend compte, on a un premier problème, c'est la gestion de l'API, de toute la partie schéma. Puisqu'à ce moment-là, donc pour celles et ceux qui font du GraphQL, vous pouvez savoir que dès lors qu'on gère un schéma de plus en plus complexe, de plus en plus gros, suivant les technologies, ça peut être compliqué. Donc c'est le premier problème qu'on a rencontré. Et ensuite, le second problème qu'on a pu aussi faire face, c'est la partie performance. Puisque Graphene, donc la librairie qu'on avait décidé de partir en Python, elle avait comme objectif d'être compatible avec tout un tas de versions de Python, tout un tas de librairies assez différentes les unes des autres. Et donc, le fait d'être compatible avec plein de choses fait qu'on avait vraiment des performances qui étaient moins bonnes que ce qu'on pouvait avoir chez les concurrents dans d'autres technologies comme Node.js ou comme Scala. Et donc, basé sur ces deux petits problèmes qu'on a rencontrés, et aussi parce qu'à ce moment-là, on avait aussi c'était assez complexe pour nous de contribuer à Graphene d'un point de vue open source. Donc la personne qui gérait le projet n'a pas vraiment accepté nos contributions, et la personne a décidé aussi de faire un changement par rapport à Graphene, de rendre la solution quasi propriétaire. Donc on est tombé face à une décision un peu compliquée. Qu'est-ce qu'on fait? Puisque à ce moment-là, il n'y avait rien sur la communauté Python comme librairie. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change de technologie, donc il faut reformer un peu tout le monde, ou est-ce qu'on développe notre propre moteur? Et donc à ce moment-là, on se dit, bon, on va développer en interne chez nous un moteur GraphQL. Donc on prend cette décision en hiver, bien entendu, par rapport au nom. Vous pouvez faire un peu la relation. Donc on décide de partir en interne sur le développement de ce moteur en janvier 2018. Ça mettra plus ou moins 1 an avant de voir la librairie arriver en production. Donc là, depuis janvier 2019, c'est de manière un peu progressive, l'ensemble du trafic de Dailymotion tourne sur cette nouvelle
librairies open source. Donc j'ai expliqué pourquoi ne pas avoir contribué à Graphene. Donc la première, c'était le manque, on va dire le manque d'extensibilité. Il était difficile de développer pour Graphene, la partie un peu plugin, la partie comment il tourne des fonctionnalités de, on va dire de GraphQL. Et pour celles qui connaissent aussi GraphQL, ça évolue, l'écosystème bouge vite, il y a beaucoup de nouvelles choses qui sont introduites tous les mois, tous les 6 mois, et la librairie qu'on avait utilisée commençait vraiment à être vieille et n'intégrait pas les dernières fonctionnalités de GraphQL. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, c'est aussi l'occasion d'en faire une nouvelle. La deuxième chose, c'était la partie performance, et ça c'est vraiment un point important chez Dailymotion. Notre business, il est a besoin d'une haute performance. On doit vraiment délivrer la vidéo rapidement pour nos utilisateurs. Et donc ça, c'était vraiment un point important qu'on souhaitait régler. Donc là, je vais juste expliquer brièvement, on va dire, la philosophie de la librairie avant d'aller plus loin. Est-ce que, dans la main, levez la main ceux qui connaissent l'approche SDL first et l'approche code first en GraphQL. Je vais rester brièvement. Donc ça, c'est deux approches sur lesquelles la communauté se bat un petit peu, on va dire, ces derniers mois, ces 2 dernières années. C'est comment on déclare une API en GraphQL. Donc la manière la plus vieille, entre guillemets, c'est avec le code. C'est ce que vous voyez à votre droite. C'est on va déclarer tout notre schéma API avec du code. Donc c'est vraiment assez simple, du coup. En tant que développeur, on peut le faire assez rapidement. Par contre, pour quelqu'un qui n'est pas tech, c'est dur de lire des milliers de lignes en Python. L'autre approche, c'est de faire une approche SDL. Donc SDL, c'est un format, c'est une nouvelle grammaire qui a été introduite dans GraphQL qui permet de décrire son API, de décrire son interface, donc de décrire tous les objets. Donc ces deux philosophies, aujourd'hui, sont un peu l'une contre l'autre. Nous, de notre côté, on s'est dit que c'est pas vraiment un débat qui est sain. C'est plutôt soit on choisit l'un, soit on choisit l'autre. Ça dépend des équipes, ça dépend on va dire, des affinités de chacun. Donc chez nous, pour notre librairie, on a décidé de faire avec la partie schéma first, quelque chose qui est vraiment plus lisible, on va dire plus simple d'accès. Donc qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui? Ça permet de vraiment simplifier la collaboration entre surtout la partie back-end et la partie front-end. Au moins les développeurs front et les développeurs back parlent avec un langage qui n'est pas soit du JavaScript entre guillemets, soit du Python. Ils parlent avec une API qui est différente, qui n'est pas leur technologie. Donc ça permet de vraiment faire relier un peu ces deux mondes. L'une des possibilités, c'est de pouvoir profiter de toute la grammaire apportée par le SDL. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va nous permettre de rendre extensible le moteur GraphQL à travers toutes les fonctionnalités de la grammaire que vous pourrez retrouver on va dire, dans ce format appelé SDL. Et la dernière chose, c'est l'API management. C'est lorsque vous êtes dans une entreprise, tout dépend de sa taille, l'API souvent a tendance à grossir au fur et à mesure du temps. Après tous les ans, l'API grossit, elle fait de plus en plus de métiers, elle a de plus en plus de besoins. Alors, chez nous, on a décidé de construire une équipe API Management qui va vraiment s'occuper de la partie API, comment communiquer sur elle, comment nommer les choses, faire en sorte que les choses soient bien nommées, etc. Et tout ça, c'est pas forcément des personnes qui ont un background, on va dire, très technique. L'avantage du SDL, c'est que c'est vraiment visuel, c'est très compréhensible, et ça leur permet de bien manipuler, et même de faire quelques pull requests sur le schéma. Donc ça donne une cohérence d'ensemble sur toute l'ingénierie, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, qu'est-ce qui est nouveau? Donc, qu'est-ce qu'on apporte par rapport aux autres librairies du marché? Donc, nous, on a souhaité vraiment se focaliser sur la partie performance. Pour ça, on a fait un bridge entre le Python et une librairie C++, pour vraiment
avoir un impact assez conséquent sur les performances. Donc on fait un bridge entre une librairie appelée libGraphQL Parser. Donc c'est une librairie qui a été développée chez Facebook. Ensuite, d'un point de vue purement Python, on a décidé de se focaliser sur les dernières, on va dire les dernières avancées de Python 3.6 et 3.7. Donc on n'est pas compatible sur les versions précédentes. Et vraiment, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de faire une bonne expérience développeur et de faire en sorte que les gens puissent développer facilement et rapidement. Donc, un petit slide pour expliquer voilà, comment on fait une API GraphQL avec Tartiflette. Donc là, j'ai mis deux petits bouts de code. Donc voilà à quoi ça ressemble, on va dire une API avec notre librairie. Donc à gauche, il y a le schéma, donc écrit avec le format SDL. Donc là, en l'occurrence, on décrit juste une petite recette qui a 3 propriétés, un nom, quelques ingrédients et comment on va quelle est la méthode de cuisson, on va dire. Donc ça, c'est vraiment ce que l'API va exposer à ses clients. Et à droite, c'est une fonction Python qui va être reliée directement à un nœud de notre API à gauche. Donc là, dès lors que vous avez, on va dire, cette vingtaine de lignes, votre API, elle est prête et vous pouvez directement commencer à jouer. Il n'y a pas d'autres choses à faire plus ou moins compliquées. Souvent, en tant que on va dire, développeur, développeuse, on aime bien avoir un peu un Hello World, à quoi ça ressemblerait. Donc là, je l'affiche au tableau. Donc il est séparé en quelques petites parties. Si on fait le lien avec ce qu'on a vu dans le slide précédent, le schéma, vous allez l'écrire sous format d'une string un peu lambda. Vous allez mettre tout ça on va dire dans une variable. Donc là, la première partie, c'est le schéma. La deuxième partie, c'est le resolver. Donc c'est la fonction Python qui va faire la relation entre votre schéma et votre code métier. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment très très simple. C'est le principe d'un Hello World, mais on pourrait aller plus loin. On pourrait faire un call externe, on pourrait appeler une base de données, on pourrait... Libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Et la dernière chose, c'est l'exécution, bien entendu. Donc, on va prendre la requête, donc la requête qui va être exécutée d'un point de vue purement client. Donc ça pourrait être une application iOS, Android, web, et on va exécuter et on va renvoyer le résultat. C'est pas plus compliqué que cette ligne-là. Si vous copiez-collez, vraiment, à la fin, vous lancez votre script, ça fonctionne. Donc en une vingtaine de lignes, on a le nécessaire pour faire une API en GraphQL. Donc je vous expliquais juste avant l'extensibilité du SDL, à quoi ça peut servir. L'idée, la manière dont on a conçu cette librairie, c'est vraiment de mettre à disposition le nécessaire aux développeurs pour jouer un peu avec des Lego. Donc dans le futur, on aimerait bien que les gens développent des plugins pour pouvoir faire certains types de métiers assez génériques, un moteur de recherche, etc. Et de pouvoir fournir aux gens de quoi faire un peu des Lego. Et avec du SDL, on appelle ça des directives. Donc on va dire qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter une règle métier sur notre API. Donc là, en l'occurrence, en haut, on a une liste d'utilisateurs internes à notre API. On va juste y apposer une directive qu'on appelle hôte. Et là, automatiquement, ça va protéger la data. Elle ne va pas être renvoyée si l'utilisateur n'a pas on va dire, les droits nécessaires. Donc là, en l'occurrence, si jamais vous avez le bon plugin ou le bon code métier, vous avez juste à apposer une petite directive, l'équivalent d'un décorateur je sais pas, en Java ou dans d'autres technos. Et là, automatiquement, le système prend le relais et s'occupe de la partie gestion des droits. Donc ça, c'est un des avantages du SDL. Hop. Et donc le petit bout de code en bas, c'est vraiment pour l'implémentation en code de ce qui est décrit juste en haut avec cette directive d'authentification. Comme je précisais juste avant, on a souhaité vraiment rendre la librairie, on va dire, plug and play et faire en sorte que les gens puissent développer des plugins facilement. Donc aujourd'hui, on investit beaucoup de temps sur la documentation, on va dire sur GitHub, Slack, etc., pour vraiment
faire en sorte que la communauté développe des choses intéressantes. Et vraiment, dans l'idée, c'est que lorsqu'on souhaite développer une API dans le futur avec Tartiflette, c'est qu'on fasse la majorité du travail directement dans le SDL. On décrit tout ce qu'on souhaite exposer à nos utilisateurs, une liste d'utilisateurs, une liste de produits, etc. Et vraiment qu'on fasse le maximum au sein du SDL sans avoir à développer vraiment du code Python. C'est vraiment l'approche qu'on souhaite avoir. Donc, un petit exemple de à quoi pourrait ressembler un code pour, on va dire, importer un plugin. Donc là, en Python, mais vous avez la même chose en Node.js, etc. On commence par par installer la librairie. Donc là, en Python, c'est pip install. On installe notre plugin. Et juste derrière, lorsque on va créer l'engine, donc créer votre moteur Tartiflette, votre moteur GraphQL, vous allez juste préciser le nom du module. Et là, vous n'avez rien d'autre à toucher. Tout le reste va se configurer et se loader dans le moteur. Vous n'avez plus qu'à utiliser tous les objets SDL directement au sein de votre API. Donc vraiment, c'est difficile de faire plus simple. Et vraiment, l'idée, c'est de faire en sorte que vous puissiez développer très très rapidement. Pardon. Donc, une fois que votre plugin il est installé, vous retournez dans votre schéma Definition Language, donc votre FDL, et là, directement, vous allez pouvoir utiliser tous les objets qui sont importés par votre plugin. Donc là, en l'occurrence, c'est la partie haute. Et voilà, globalement, c'est pas plus compliqué que ça, et on souhaite vraiment que ce soit fluide. Aujourd'hui, juste lever la main pour celles et ceux qui développent un peu je sais pas, en serverless. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont franchi le pas? Il y en a 2 au fond. Ok. Une des idées qu'on a en tête aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, notre API, aujourd'hui, la data, elle n'est pas souvent au même endroit. C'est-à-dire que vous concevez une API pour vos projets, vous n'avez pas souvent, peut-être pas qu'un seul MySQL, qu'un seul Postgre, vous avez de la data dans des API externes. Là, l'idée, ce qu'on se dit, c'est qu'avec cette approche, on pourrait se dire une partie de notre schéma va être résolue sur une fonction Amazon Lambda ou sur une API externe comme, je sais pas, comme Algolia, etc. Donc vraiment, cette idée, c'est de simplifier le développement et de faire en sorte que vous ayez le plus vite possible sans faire de code maison. Et on a pensé aussi à plein de fonctionnalités communes qu'on va retrouver dans chaque applicatif. Donc là, par exemple, en l'occurrence, ça peut être comme du rate limiting ou valider des entrées utilisateurs avec du JSON schema. Enfin, voilà, les possibilités sont nombreuses et aujourd'hui, on développe de nombreux plugins nous-mêmes et aussi grâce on va dire, à la communauté. Les challenges qu'on a aujourd'hui, donc ceux qu'on va tacler dans les prochains semestres, ça va être d'améliorer l'exécution. Donc on souhaite vraiment améliorer la performance et se distinguer un peu des autres librairies sur le marché GraphQL. Ensuite, la communauté. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas si simple de faire vivre un projet open source. Ça demande plein d'efforts, plein d'énergie. Et aujourd'hui, on a vraiment pris beaucoup de temps ces dernières semaines pour améliorer la documentation et faire en sorte que les gens puissent facilement tester la librairie sans avoir à jeter un coup d'œil à tout le code. Ça, c'est vraiment les gros chantiers qu'on a. Et bien évidemment, quand on parle de GraphQL, aujourd'hui, on parle souvent de GraphQL sans la partie transport, donc sans la partie vraiment comment on expose notre API GraphQL au public. Donc aujourd'hui, la plupart des entreprises qui ont fait le choix de partir sur GraphQL le font à travers HTTP, mais ça pourrait très bien être, on va dire, directement sans passer par HTTP. Mais en l'occurrence, nous, on le fait de cette manière et on propose deux librairies en Python pour pouvoir exposer votre serveur Tartiflette en HTTP. La première, c'est
Tartiflette IO HTTP qu'on a développé en interne et qu'on utilise nous-mêmes en production chez Dailymotion. Et la communauté a développé un nouveau projet qui s'appelle Tartiflette Starlet et qui lui se base plutôt sur la spécification ASGI. Donc c'est une nouvelle manière de faire des serveurs web en Python. Et on va dire ce projet il se base vraiment essentiellement dessus. Donc si jamais vous souhaitez franchir le pas, je vous conseille d'utiliser l'une de ces deux librairies. Ça va vraiment vous simplifier, on va dire, l'onboarding sur la technologie. Donc, un petit mot sur l'équipe. Souvent, on prend pas trop le temps de parler des personnes qui sont derrière, on va dire derrière le développement de projets open source. Donc là, je souhaite vraiment on va dire, à citer un peu toute l'équipe qui travaille sur le projet depuis maintenant 18 mois, même presque 2 ans pour certains. Donc il y a Alice qui est dans l'équipe, Maximilien, Aurélien et Clément. Donc si on peut juste les applaudir, ça leur ferait plaisir. Ils sont pas là, mais souvent on n'est pas tout seul à gérer un projet comme celui-ci. Et donc c'est bien de les mettre en avant. Si jamais vous avez des questions sur le projet, la librairie, ou même questions un peu plus d'ordre général, n'hésitez pas, je vais rester un peu dans les parages. Sinon, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur GitHub, dans l'organisation Tartiflette, sur le site web tartiflette.io ou directement sur Twitter pour Dailymotion ENG pour Engineering ou Tsunami pour moi-même. Voilà, je vous remercie. Et est-ce que vous avez quelques questions? Pas de questions? Ok, je vous remercie.